Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Sous les cocardes. Et c'est à Nancy, sur l'une des plus importantes bases aériennes de combat, que je vous retrouve pour une émission spéciale consacrée à la 3e escadre de chasse. Depuis 10 ans, cette base projette en exercice en opération extérieure des équipages et des mécaniciens. Pour vous faire partager leur rythme opérationnel, nous avons suivi ces équipages de leur formation à l'escadron de transformation Mirage 2000D jusqu'à leur projection en Afrique dans le cadre de l'opération Barkhane. Voici le sommaire en images. Découverte de l'appareil, travail en équipage, formation tactique, tels sont les modules que doivent suivre les pilotes et navigateurs qui rejoignent la 3e escadre. Nous les avons suivis des bancs de l'ETD à leur arrivée en escadron opérationnel. Nous prenons ensuite la route de la Corse où l'exercice Serpentex fait figure de répétition générale pour les équipages prochainement déployés en opération. De la zone. Enfin, vous découvrirez le quotidien des équipages et mécaniciens déployés au sein de l'opération Barkhane. Nous sommes ici au cœur de l'escadron de transformation sur Mirage 2000D. Derrière moi, vous apercevez un pupitre qui retranscrit en temps réel les informations de vol du simulateur situé juste à côté. Ce simulateur est une reproduction quasi identique d'une cabine de Mirage 2000D et permet aux pilotes et navigateurs novices de se familiariser avec les commandes de vol. Et justement, dans le prochain reportage, nous allons vous faire vivre le quotidien de ces jeunes pilotes et navigateurs. Un long marathon de plusieurs mois qui débute ici, à l'ETD, et se poursuit ensuite en escadron de chasse. Regardez. C'est sur la base aérienne 133 de Nancy-Ochet que les équipages de Mirage 2000D s'entraînent quotidiennement aux missions de bombardement air-sol. Tout au long de sa carrière, un pilote ou un navigateur sur 2000D sera amené à réaliser plusieurs missions de combat au-dessus de territoires hostiles. Les opérations Harmattan, Serval ou Chamal qui se sont succédées et auxquelles ont participé les équipages de Nancy témoignent d'un engagement toujours aussi intense pour les personnels de la 3e escadre. La réussite d'une mission pour un équipage dépend de la qualité de la formation et l'enseignement qu'il aura reçu par les plus expérimentés. Pour un jeune pilote ou un jeune navigateur qui débute, l'escadron de transformation 4-3 Argonne est un passage obligé pour acquérir les rudiments du travail en équipage dans un avion biplace. Chaque année, c'est environ 12 pilotes et 6 navigateurs qui passent entre les mains expertes des instructeurs du 4-3 Argonne. La formation des élèves, elle se réalise suivant un continuum. Pour les pilotes, ça commence à Orange. Nous, on les récupère à l'issue d'Orange où ils réalisent leur formation sur le vecteur, à proprement parler. À l'issue, quand ils arrivent chez nous, on va leur enseigner le système sur le Mirage 2000D. On va leur donner une formation sur le plan technique. Pour les navigateurs, dans la mesure où ils n'ont pas vu le vecteur parce qu'ils ne sont pas passés par Orange, ils commencent leur formation en travaillant le vecteur, le Mirage 2000D à Nancy, puis ensuite ils attaquent les différents aspects techniques du système de l'avion. Une formation progressive et exigeante qui va durer de 8 à 9 mois. Au programme pour ces apprentis pilotes et navigateurs, apprendre à briefer une mission, manipuler les commandes de vol et le système d'armes de l'avion depuis un simulateur, et enfin réaliser plusieurs vols sur Mirage 2000D, toujours accompagné d'un instructeur en place avant ou place arrière. Mais le plus important pour un jeune pilote et navigateur qui débute est la notion de travail en équipage. Une des spécificités du 2000D, c'est un avion biplace avec un pilote et un navigateur où chacun a son rôle et ces deux membres d'équipage doivent apprendre à gérer leur mission chacun de leur côté ou ensemble en fonction du stade de la mission. On fait une mission ensemble, donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à se parler et qu'on arrive à optimiser notre dialogue pour réussir la mission au mieux. Ça veut dire que même toi en tant que PIM, eh ben, bien sûr il faut que tu écoutes ce que je dis, mais il faut que tu aies toujours un regard critique sur les informations que je vais te donner. Et ben, des fois moi je vais te pousser entre guillemets, c'est pas que je vais te pousser vers l'erreur, mais c'est que je vais faire le bonnet et je vais te dire un truc et je vais voir si tu l'achètes sans réfléchir, sans avoir un regard critique.
Il faut toujours que tu aies un regard critique en tant que pilote pour réfléchir et toujours être oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord, mais vous êtes sûr. Et donc amener un dialogue qui va peut-être des fois lever des lièvres, lever des dangers que peut-être même le navigateur ne voit pas et que comme ça améliore en fin de compte la réussite de la mission. Et le fait d'être à deux, c'est l'avantage, c'est qu'on peut se corriger et améliorer le système. D'accord ? Donc c'est ça que tu vas devoir mettre en place sur toute la formation à l'ETD pour ensuite continuer à travailler dans ce sens en arrivant en escadron. Ok. D'autres questions ? Non, c'est bon. C'est bon ? Eh bien, c'est parfait. Navigation for first, second, perform 3 passes. First one, pull up at 3G. The third one will proceed to 17 bad and proceed for level. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas oublier tout ce qui fonctionnait avant, tout ce qui est gestion timing, gestion des centrales, etc. Et on va remettre une couche de plus avec l'armement. Ça, c'est ce qui est l'instruction. Donc, si tu as des questions, tu demandes. S'il y a des trucs que tu n'as pas vus, on refait. Le but, c'est quand tu sors de là, on répond à des questions que tu pourrais avoir en vol et pour que ce soit robuste après. Ça marche ? De voiture, alors on est là, on va brancher, tu me diras alors faut transfert. Un peu de contre, c'est bon derrière. C'est bon pour moi. Pour le décollage, 3, 2, 1, stop. C'est allumé, 122, 57 poursuites. Vert, 1800. Bon, juste un petit peu simple. Situé juste à côté du simulateur, le pupitre est contrôlé par un moniteur. Celui-ci, au même titre qu'un pilote instructeur, va pouvoir juger le travail d'un élève sur toute la durée d'une mission. Notre premier rôle, c'est faire de l'instruction pour le personnel navigant. On va se retrouver avec des séances où on va faire uniquement de la surveillance de paramètres. Donc ça va être les signes des missions panne qui sont vraiment déjà préparés, ils ont le canevas, ils savent déjà ce qu'ils vont avoir comme panne. Donc là, nous, on va injecter les pannes, on va juste suivre qu'ils appliquent bien la procédure. Et puis après, on a des missions comme ça d'instruction où là, on participe au briefing. On anime la mission en tant que contrôleur. Si besoin de rajouter un avion en l'air, c'est nous qui allons le rajouter, on va aussi faire la radio. Et puis on surveille s'ils font bien son travail. Dès que la solution passe au-dessus du VVI, départ de l'arme. T'avais vu les différentes phases, ouais, c'est ça? Oui, j'ai vu ce matin. On part sur une attaque de ressources 5G5, même target. Pour le capitaine Sébastien, la mission du jour consiste à larguer plusieurs bombes sur des objectifs bien précis. Ok, on va vers le but 32, maintenant. Allez, ça va, 32 40 de l'inclinaison 60 degrés même. 60 degrés. Les frappes air-sol de précision font partie des missions dédiées au Mirage 2000D. On jouait, à contre. On a pris 800 pieds plus que tout à l'heure. Ok, on part sur le deuxième target. Cap 333, 1 minute 5 avant le début de largage. On va passer quelques zones boisées en amont d'un lac. Ah ouais, bingo, je vais faire un point 7 si ça te va. Gérer le pétrole et la trajectoire de l'avion. Là, c'est à toi de le manager, tout ça. Hein. Oui, ça marche. Donner une bonne trajectoire pour qu'il puisse se présenter le mieux possible pour rester sur l'axe que tu as prévu d'attaque. Très bien. Délivrer l'armement à la seconde près. Elle a pas. Tout ça ne s'improvise pas. Il faut du temps et de la patience. Est-ce qu'on sera à l'heure? Ah d'accord, je sais ce que j'ai fait. Je suis trompé de point quand j'ai inséré la HD. Oui. Ça va vite, hein? Oui. T'es en train de penser à ton armement, t'es en train de gérer pas mal de choses, et là on te rajoute une information qui peut vite foutre le bazar, quoi. Oui. La plus-value pour travailler sur simulateur avant de commencer les vols, c'est tout d'abord une première appréhension de la cabine, pouvoir manipuler et apprendre les premiers gestes, tout ce qui est checklist qui doit être répété continuellement pour pouvoir l'apprendre et le maîtriser sans y penser, qui est assez complexe au début, mais au fur et à mesure, avec l'expérience, les retours de nos instructeurs, les petits conseils qu'ils peuvent nous donner, en bossant régulièrement, on arrive petit à petit à gravir les échelons et à comprendre la globalité du métier. Durant la formation, chaque élève va être jugé et noté sur plusieurs modules, suivant un code couleur bien particulier.
Le vert et le bleu signifient que l'élève a réussi. Le jaune et l'orange ou le rouge témoignent au contraire de difficultés rencontrées dans l'apprentissage. Chaque module correspond à un type de mission dédiée au Mirage 2000D, des missions les plus simples comme les attaques air-sol basiques, aux missions les plus complexes comme les suivis de terrain en très basse altitude. Pour l'aspirant Sébastien, c'est un jour particulier. Il va réaliser son tout premier vol sur Mirage 2000D en tant que navigateur. Un moment spécial car il va devoir appréhender l'espace exigu et l'environnement sonore de la place arrière du cockpit et surtout gérer la mission avec son pilote en place avant. Ok, ben écoute, on a 103%, 850 degrés, 95 km/h, c'est bon pour toi? Ok pour moi. Décollage 3, 2, 1, top. Là, une brette de grande impact, je dis pas lower. Confirm you want good condition? 7181. Les paramètres moteurs, moi, sont cohérents devant, les alarmes sont éteintes. On est tout bon et ben, la météo s'améliore pour nous. À droite, on devrait avoir une route secondaire qui va faire un petit vers la ville et qui coupe notre route secondaire qui est FL Est-Ouest. Ok, écoute, je vois des camions, c'est légèrement cassé derrière. Ok, remonte un petit peu, remonte. Ok, visuel. La 3 est tout poil dessus. 3, 2, 1, top, c'est désigné. Cap 165. C'est ça, top chrono. On prend vraiment conscience que le travail d'équipage est vraiment important quand on fait ce premier vol sur 2000D, où on est vraiment pilote, maître de la machine, accompagné avec le navigateur qui lui aussi fait la gestion du SNA, fait la gestion de la trajectoire à long terme, et là on voit vraiment c'est vraiment la connaissance du travail en équipage à ce moment-là. Zone 80, runway 20, clear to land, runway is wet. Une fois leur qualification technique en poche, chaque élève de l'ETD va être affecté dans un des 3 escadrons de chasse de Nancy. Pour être intégrés au mieux parmi les équipages déjà expérimentés, les jeunes pilotes et navigateurs vont devoir faire preuve de qualité humaine et professionnelle indispensable à la vie en escadron. Il faut avant tout beaucoup de détermination pour pouvoir franchir toutes les étapes pour devenir opérationnel sur Mirage 2000D. Il faut de la persévérance parce que c'est une formation qui est très longue, de l'arrivée dans l'armée de l'air jusqu'au premier départ en opération extérieure. Il peut se passer en général de 5 à 6 années. Il faut s'investir. S'investir, ça veut dire aller au-delà de ce qu'on nous demande de faire pour gagner en autonomie et pour être capable de prendre des décisions. Parce que c'est véritablement ce qu'on demande à nos jeunes pilotes ici, c'est d'acquérir ce sens des responsabilités, ce sens des responsabilités et de l'autonomie qui leur permettront de prendre les bonnes décisions sur le champ de bataille. La journée de travail dans un escadron débute toujours par un briefing météo et la fameuse question du jour. Question du jour, du coup, tu reviens d'une mission de VFM en T200, et là, sortie du train, t'as que 2 vertes allumées. Voilà, comment tu réagis, qu'est-ce que tu check Je stabilise, j'annonce mes intentions au contrôle. Ce test de connaissances initié par les équipages confirmés met à rude épreuve le savoir des jeunes pilotes et navigateurs. C'est la roulette qui n'est pas sortie, soit dans ce cas-là, ça sera directement vers la zone d'éjection. Les choses doivent être claires pour toi. C'est disjoncteur, pression hydraulique. Traite ta panne rapidement. Tu fais ton check bip train, là. C'est trop brouillon. Hein. Ouais. D'accord ? Tu me revois ça correctement. La formation sur 2000, comme sur Rafale et sur tous les avions de combat de l'armée de l'air, est extrêmement exigeante. C'est pour ça que je dis souvent à mes jeunes équipages, quand ils arrivent en unité, qu'on leur demandera de s'engager à 200% dans ce cursus, puisque c'est un cursus qui ne tolère pas l'à peu près. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et puis c'est une sans cesse remise en question tous les jours. Tous les vols de formation sont sanctionnés par une note. Et cette évaluation constante met beaucoup de pression sur les jeunes pilotes et les jeunes navigateurs. Et comme je vous le disais, il faut énormément de détermination pour pouvoir arriver à décrocher sa qualification opérationnelle. Pour le capitaine Baptiste, pilote à l'escadron 1-3 Navarre, et l'aspirant Alexis, navigateur au 3-3 Ardennes, chaque vol d'entraînement est un pas de plus vers la qualification de pilote ou navigateur opérationnel. Il y a une progression dans la difficulté du scénario et une progression aussi dans ce qu'on va nous demander. La mission, par exemple, aujourd'hui, on va simuler qu'on est une patrouille de Mirage 2000D et de Mirage 2000N. Donc c'est un cas qu'on retrouve en Afrique. Chaque vol est noté quand on est en phase de progression. Chaque vol est orienté vers un type de mission, c'est toujours pareil.
mission d'appui aérien, mission d'air interdiction, mission de combat RR. On entre dans une phase de ce qui s'appelle entraînement, entraînement pour les qualifications, où là, en fait, le rythme change, les missions changent un petit peu. Vous êtes un peu plus évalué, un petit peu plus au centre de l'attention. Et chaque vol va être soit bleu, soit rouge, c'est-à-dire soit la qualification est accordée, soit elle est refusée. Et quand j'aurai toutes mes qualifications dans les modules où il faut les présenter, eh bien, je passerai navigateur opérationnel, donc je serai apte OPEX. Friendly position is 3-1 uniform Golf Papa 08233 dash. Report overhead and report friendly inside. J'ai la zone de target en vue. On part à gauche, on va tirer à gauche. Allez, 10 secondes. Allez, c'est bon pour le map? C'est bon pour le map. Alors, c'est parti, ça map. Map 1, map 2, map OK. C'est recadré. Des missions d'entraînement intenses pour les équipages de la 3e escadre. Pilotes et navigateurs doivent créer une synergie indispensable au sein du cockpit. C'est tout le challenge de la formation sur la base aérienne de Nancy. Le but, c'est de ne pas être surpris quand on arrive en territoire extérieur. C'est pouvoir avoir une situation qu'on a déjà connue, déjà vécue et sur laquelle on va pouvoir répondre instinctivement. On les met à l'épreuve en métropole pour que le jour où on les déploie en opération, ils ne craquent pas. Une pression certes, mais c'est-à-dire à travers les questions qu'ils nous posent, à travers la vérification qu'ils font de nos connaissances. Les réponses qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont été confrontés à cette situation. Donc forcément, nous, on va apprendre énormément de ça. Apprendre à être résilient, à supporter la pression, à supporter le stress, ça c'est une qualité essentielle. Les équipages de la 3e escadre sont plus que jamais sollicités sur les zones de combat. L'entraînement au quotidien des jeunes équipages et les valeurs transmises au sein de la 3e escadre sont essentielles pour la réussite des missions de demain. TBU-12 self-lasing procedure. Bonjour colonel, pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons actuellement? Donc nous sommes ici au centre de formation à l'appui aérien. C'est une unité qui va former et qualifier l'ensemble du personnel au sol qui va traiter d'appui aérien. Alors on ne le sait pas forcément, mais parmi vos stagiaires, il y a des pilotes de chasse ou des navigateurs de la 3e escadre. Que viennent-ils chercher ici? Donc ici, ils viennent chercher, je dirais, une double compétence. Ils ont déjà une compétence, un rôle d'expert dans la composante aérienne. Et ils viennent rechercher d'une part une connaissance un peu plus approfondie de la composante terrestre qu'ils vont devoir appuyer, et également des outils, des clés de compréhension qui vont leur permettre justement d'intégrer ces deux composantes. Alors qu'est-ce que ça apporte justement de bénéficier de cette double casquette, être un expert au sol mais aussi en l'air? Et qui de mieux que donc, le personnel navigant de la 3e escadre pour directement appuyer depuis le sol les troupes qui auront à opérer. Puisqu'en effet, ce seront les avions de la 3e escadre, par exemple, qui vont devoir appuyer ces troupes. Donc, ils seront, je dirais, des ambassadeurs, des experts qui vont maîtriser vraiment les limites, les possibilités que peut apporter cette composante aérienne directement auprès de la composante terrestre. Alors, je crois qu'il y a différents types de qualifications, justement. Tout à fait. Donc, ce rôle d'ambassadeur, ce rôle d'intégrateur des composantes peut s'y situer à tous les niveaux. Depuis la première ligne, avec le contrôleur tactique air, qui est un capitaine qui va avoir ce rôle d'expert d'intégration en première ligne, jusqu'à des grades plus élevés qui vont participer directement dans la chaîne de commandement, à la planification ou à la gestion de l'opération depuis un niveau plus élevé. Merci colonel pour ces explications. Cap maintenant sur l'île de Beauté où tous les ans se déroule un exercice majeur dédié à l'appui aérien rapproché. Serpentex est en quelque sorte une répétition générale avant la projection des équipages en opération extérieure. Bien évidemment, cette année, les Mirage 2000D étaient de la partie. Regardez. Afghanistan, Libye, Mali, Irak,
Les dernières opérations aériennes ont nécessité une coopération accrue entre les différentes armées dans le domaine des frappes aériennes de précision. Il est devenu indispensable que les troupes au sol, sur des zones de combat en milieu urbain ou désertique, soient assistées par des équipages en vol en cas d'attaque par les forces ennemies. C'est ce qu'on appelle l'appui aérien rapproché. Depuis 2008, l'exercice Serpentex se déroule sur la base aérienne de Solenzara. Cet exercice est devenu une référence en Europe dans le domaine de l'appui aérien. L'objectif de Serpentex, c'est avant tout de préparer les équipages et les JTAC, donc les guideurs au sol des avions en mission d'appui-feu, au combat, et donc pour leur déploiement sur les théâtres d'opérations extérieures, en cours ou à venir. Serpentex en chiffres, c'est une quarantaine d'avions de chasse, 27 équipes JTAC réparties sur 5 zones, une dizaine de nations représentées pour ce warm-up dédié aux missions d'appui aérien. Pour coordonner les moyens au sol et en vol, les équipages s'appuient sur toute une structure de commandement et de contrôle dont l'un des principaux objectifs est la conception de scénarios réalistes qui correspondent à la réalité des théâtres. Serpentex a beaucoup évolué depuis sa création en 2007. Au fur et à mesure du temps, on a rendu l'exercice encore plus réaliste, mais réaliste pas au sens de représenter exactement la réalité des conflits actuels, réaliste au sens de créer un environnement complexe et varié qui permette aux équipages et aux JTAC, ainsi qu'à la chaîne de commandement et de contrôle, d'avoir la flexibilité intellectuelle suffisante pour pouvoir se déployer sur n'importe quel théâtre d'opération extérieur en étant le plus efficace possible. Pour la mission aujourd'hui, l'objectif c'est d'effectuer une mission de Close Air Support au profit de Guardian 40. Sur le terrain, on devrait avoir des Français, Italiens et Belges en termes de JTAC. Aujourd'hui, on travaille en FARA normalement, la FARA Ouest qui est comme ça, qui va de 9000 à 14 500 pieds, donc en rouge. La manœuvre pour eux, c'est d'effectuer une LPA et ensuite d'aller chercher en fait la palette. Donc on a le camp de manœuvre qui est ici, où va se situer la LPA. Il faut s'attendre comme mission pour nous, c'est Arm Overwatch au départ, et puis reconnaissance d'axe pour aller chercher les palettes. Les équipages de la 3e escadre sont les experts du bombardement air-sol. L'occasion pour les équipages expérimentés de transmettre leur savoir-faire aux jeunes pilotes et navigateurs qui seront prochainement déployés pour l'opération Barkhane. Sur Serpentex, les missions de Close Air Support collent au plus près de la réalité des zones de combat. Évoluant en interarmée avec l'utilisation des liaisons de données tactiques, les équipages utilisent également de nouvelles technologies comme le système Rover ou le DACAS qui améliorent le travail avec le JTAC au sol. Le JTAC, c'est vraiment le lien entre les moyens aériens et les moyens terrestres. C'est vraiment la personne clé qui va faire ce lien et qui est formée et entraînée pour connaître nos procédures en vol, mais aussi qui connaît bien, puisqu'il est complètement intégré dans les compagnies ou dans des GTIA, donc il connaît très bien la manœuvre terrestre. On a des gens au sol à appuyer, donc on ne doit vraiment pas avoir de doute, puisqu'on a des amis au sol, donc on ne peut pas se permettre de délivrer de l'armement si on a le moindre doute. Elevation 330 feet, DPI 1, 31 uniform, Echo Quebec, 9er, 5, 4, right pass first, and then reset when you're releasing. Demo flight 30. Lighting, tu peux l'annoncer. Laser on, laser on. Laser on. Laser! Easy, 1, 2, 80.
Au rythme de 300 vols hebdomadaires pendant près de 3 semaines, l'ampleur et l'intensité de l'exercice Serpentex renforcent la confiance des équipages en vol et au sol. Toutes les nations engagées dans l'exercice se retrouveront très rapidement sur les théâtres d'opération, dans la bande sahélo-saharienne ou au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait de l'alerte, c'est pour ça que souvent on passe des heures en vol, même si des fois il ne se passe rien, mais au moins ils savent qu'on est là, ils savent qu'on est au-dessus et qu'on ne veut pas se rater pour que eux soient le plus sereins possible dans leur travail au sol. Pique un peu. Vas-y, stop. Je fais rien. Le détecteur est propre, en bon état. Les gouvernes sont bien en place, les vis aussi. Bien positionnées. Les boulettes aussi. Bonjour sergent, est-ce que vous pouvez nous présenter cet armement s'il vous plaît? Donc c'est une bombe spécifique au Mirage 2000D, donc c'est une GBU 49. C'est une bombe à guidage laser et GPS. Alors on vous a vu tout à l'heure la mettre en place, il y a beaucoup de procédures et d'étapes, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, tout est écrit noir sur blanc. L'équipe est constituée de plusieurs personnes, un chef d'équipe qui dirige l'opération et un ou plusieurs opérateurs. Donc dans ce cas-là, on avait un opérateur qui était au chariot élévateur pour manipuler la bombe et moi-même en chef sol pour pouvoir guider la bombe et pouvoir l'accrocher sous l'avion. Est-ce que ce sont les mêmes procédures que vous appliquez en opération extérieure? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de restriction ni de passe-droit. On utilise exactement les mêmes procédures en opération extérieure. Ici, on le fait pour l'entraînement, qui va permettre de nous faire ça pour du vrai en opération extérieure. Alors vous êtes armurier, c'est un métier qui est très exigeant et qui nécessite aussi un lien de confiance avec les équipages quand ils partent en mission de guerre. Oui, l'équipage compte sur nous en fait pour avoir un armement qui fait but lors des opérations extérieures, mais aussi en exercice, lors des campagnes de tir ou d'entraînement d'hiver. Avant chaque vol, le pilote fait un tour avion avec le mécanicien armurier dit PETAF et vérifie son armement pour qu'il soit correct. Merci pour ces explications. Je vous laisse continuer. Merci, à bientôt. Le système d'armes du Mirage 2000D, ce n'est pas uniquement ce type d'armement, c'est aussi un pod et nous allons tout de suite en parler avec un spécialiste, un navigateur. Alors capitaine, est-ce que vous pouvez nous parler du pod qui se situe sous votre avion? Oui, tout à fait. Donc le pod que nous avons sous l'avion, c'est un pod de désignation laser, donc c'est un PDL. C'est un pod, il faut assimiler ça à une caméra qui est capable de travailler 2 jours comme de nuit et qui nous permet pour l'avion de détecter, parfois identifier des objectifs et de pouvoir guider des munitions sur ces objectifs. Alors comment il fonctionne ce pod? C'est ni plus ni moins, c'est ce que je disais, c'est une caméra, il faut imaginer une caméra avec un certain zoom sous l'avion qui est capable de voir pratiquement à 360 degrés autour de l'avion. Et qui en vol, voilà, au travers de commandes ici, nous permet comme un joystick, de piloter cette caméra, de pouvoir zoomer, de pouvoir s'arrêter sur un certain type d'objectif, zoomer pour identifier, et puis après délivrer une munition et lancer une illumination laser pour guider de façon métrique sur cet objectif. Et vous pouvez nous montrer là tout de suite? Oui, regardez ici, j'ai donc ce que je disais, le joystick qui me permet de bouger la caméra comme vous pouvez voir. Et puis ici, on a plusieurs boutons qui permettent soit de passer sur certains types de poursuites sur cet objectif et à la fois de pouvoir lancer une illumination. Est-ce que c'est un matériel que vous utilisez régulièrement en opération? Ah oui, complètement. C'est complètement nécessaire et pratiquement obligatoire de voler avec, puisque comme je vous disais, c'est ce qui nous permet d'être très précis dès qu'on veut traiter de l'objectif qui pourrait être mobile, comme du véhicule et des choses comme ça, du matériel qui ne serait pas fixe, où là on a besoin d'avoir
un armement qui est tout à fait précis, qui est précis au mètre et qui est illuminé par un laser. Donc vous êtes navigateur, mais votre travail ne se résume pas à manier un pod, ça va bien au-delà. Non, voilà, ça se résume pas qu'à ça. On est vraiment dans un travail de biplace, donc on a un cockpit assez scindé, mais on travaille complètement en coopération l'un avec l'autre. Donc on va avoir le pilote qui a plus une gestion à court terme de la trajectoire de l'avion, gestion de l'énergie, délivrer l'armement. Alors qu'en place arrière, on a un peu plus une gestion à moyen terme et long terme, avec à la fois la gestion de munitions, la gestion de carburant, gérer les prochains rendez-vous, par exemple avec un ravitailleur, les prochains contacts radio, le travail un peu plus privilégié avec les forces au sol quand on est en mission d'appui, et puis après tout ce travail de guidage de munitions au travers du pod dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, merci pour cette présentation complète. De rien. Afghanistan, Libye, Mali, les équipages de la 3e escadre de chasse n'ont jamais cessé de montrer leur efficacité, leur expertise même dans le domaine de l'appui aérien des troupes au sol. Leur rapidité d'action, leur fulgurance s'étendent sur plusieurs milliers de kilomètres sur des zones de guerre et sont des atouts précieux dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Nous les avons rencontrés au Tchad et au Niger. Reportage. Depuis son arrivée à la 3e escadre en 1994, le Mirage 2000D a pris part à la majorité des conflits menés par l'armée de l'air. Engagé dès le mois d'avril au sein de l'opération Demi Flight en Bosnie-Herzégovine, les hommes et les femmes de la 3e escadre se sont ensuite illustrés au Kosovo en 1999. Déployé dès 2002 sur la base de Manas, l'Afghanistan fait partie des théâtres marquants de l'unité. Les avions opéreront par la suite depuis les bases de Dushanbe et de Kandahar. En 2011, c'est dans le cadre de l'opération Harmattan que les équipages tirent leur premier Scalp, missile de croisière qui fera aussi partie des munitions largement sollicitées au cours de l'opération Chamal, 4 ans plus tard. 24 ans d'opération qui continuent actuellement depuis les bases de Niamey au Niger et de N'Djamena au Tchad, où l'escadre est engagée depuis le début de l'opération Serval en 2013. C'est en plein cœur de l'Afrique que nous retrouvons la 3e escadre qui œuvre au sein de l'opération Barkhane, opération au cours de laquelle l'armée de l'air tient une place importante en appui des missions au sol. Les moyens aériens qui sont déployés ici, moyens de renseignement, d'intervention, de projection, sont indispensables pour conduire les opérations au sein de l'opération Barkhane, en appui de nos camarades de l'armée de terre qui sont déployés au sol ou pour agir de façon autonome si cela nous était demandé dans le cadre par exemple de frappes planifiées sur des objectifs. Afin de s'adapter au mieux aux contraintes de ce théâtre, les Mirage 2000D arment 2 plots, l'un à N'Djamena aux côtés des Mirage 2000N, l'autre à Niamey aux côtés des Mirage 2000C, 2 implantations indispensables à l'opération Barkhane. La BSS représente une telle superficie à couvrir que cela permet en fait une meilleure réactivité et une meilleure répartition des moyens. Avec un plot chasse sur Niamey, on a déjà plus de facilité sans nécessairement utiliser par exemple du ravitaillement en vol pour intervenir sur l'ensemble du Mali qui représente déjà une très grande surface. Et on a également donc nos moyens sur le Tchad qui permettent également de couvrir à la fois, qui peuvent avec ravitaillement de toute façon couvrir l'ensemble de BSS, mais également en fait être réactifs sur la zone Tchad, Niger et pays alentours si nécessaire. Afin d'avoir une vision la plus claire possible de la situation au sol et des opérations en cours, les escadrons déployés disposent de cellules de renseignement qui actualisent en temps réel les informations utiles aux missions à réaliser. On a énormément de choses qui se passent sur le théâtre et nous, notre objectif, ça va être de focaliser le renseignement sur leur mission en leur donnant un contexte général. Messieurs, bonsoir. Briefing Rance pour la mission du 12 décembre 2017 dans le cadre de l'opération Koufra. Vous serez sous le JTAR 12 BK11, votre indicatif sera Diego 23. Et parallèlement à ça, il y a toujours la réunion des GAS au niveau de Ménaka, où on nous demande aussi de faire soit du show of force, soit du show of presence. Donc attendez-vous peut-être à être retasqué aussi pour faire du show of presence au-dessus des convois.
quotidiennement les équipages d'écoles de Niamey et de N'Djamena afin de fournir un appui rapide aux troupes au sol. Cet appui va concerner un appui image en général. Donc on va leur fournir des informations grâce à nos capteurs pour indiquer ce que l'on voit en fonction des zones sur lesquelles ils nous demandent de rechercher un certain type d'objectif. Et ensuite, dans les cas un peu plus extrêmes, on est là également si les troupes devaient être prises à partie pour les appuyer et les désengager, enfin les aider à se désengager si nécessaire. Sachant que ça concerne les forces françaises comme locales ou bien américaines qui peuvent être déployées sur le théâtre. La totale, votre catégorie d'antenne de l'école de Renault. remonte. 2 mètres. 1 mètre. Entrée du panier dans le panier. Contact. Conduite. Et le recul, disconnect. Donc une fois sur zone, les 2 avions vont prendre contact radio sur la fréquence qui a été briefée. Il y a un dialogue qui va s'instaurer entre le JTAC et les équipages pour que nous on lui donne nos capacités, notamment en termes d'armement et de playtime, donc de durée sur zone de travail. Le JTAC à son tour va nous donner une situation rapide de la zone en termes d'éléments sol. Et ensuite, il va pouvoir nous tasquer sur soit des points d'intérêt à checker ou du suivi de convoi pour nous employer ensuite au besoin avec de l'armement ou non. Page 104, this is Leopard 40. The enemy is shooting again. We request shore force heading Blue 3035 at your convenience anyway. And Ardec 500 feet AGL. Leopard from which one of we for training purposes, can you request that the 2 aircraft do the show force? Expect running show force in the valley from the west to the east. Copy from the east to the east, from the west to the east, you are clear for the show force. Copy, reporting in. No, on répond déjà là. Fighting right. Rage 103 Leopard 40 continues for force. What is it before you over? Copy, 30 seconds. Rage 103, 104, thank you for the road and good RCB. Thank you guys, and see you later. Une fois les équipages rentrés, ce sont les mécaniciens qui prennent en compte l'appareil. Toutes les spécialités travaillent de concert afin de permettre à l'avion d'être disponible au plus vite. Sur un théâtre comme Barkhane, la maintenance des avions, c'est surtout de la remise en œuvre et de l'armement. Donc si l'armement est tiré, on remet de l'armement pour pouvoir effectuer notre mission. Les avions sont armés H24, voilà. Après c'est surtout de la remise en œuvre. Si
Ça arrive quelquefois, au retour de vol, les avions sont en panne, nous dépannons les avions. Chaque spécialité dépanne sa partie pour qu'ils soient opérationnels pour le lendemain matin ou pour le soir, pour une prochaine mission. De dépannage, il en est question ce soir. Les mécaniciens passeront une partie de la nuit à résoudre un problème moteur survenu durant le vol de la journée et fort récompensé car l'avion sera disponible dès la mission du lendemain matin. Un engagement permanent qui n'est qu'une preuve de plus que la 3e escadre est résolument engagée dans les conflits qu'elle mène, conflits qui ont forgé son identité et qui font partie de son ADN. Je dirais qu'on est des baroudeurs et on est des spécialistes dans notre métier. C'est la chasse. Satisfaction de pouvoir sauver les troupes amies au sol et satisfaction de concrétiser tous ces entraînements qui sont faits en France pour aboutir à ça. Colonel, cela fait plus de 10 ans que les Mirage 2000D de la 3e escadre de chasse sont très sollicités en opération extérieure. Qu'est-ce que cela implique au niveau de la gestion du personnel ? Alors en réalité, les Mirage 2000D sont déployés depuis bien plus longtemps que ça en opération extérieure, quasiment de manière continue. On parle du début des années 90 avec l'ex-Yougoslavie et puis ensuite le Kosovo. Ce que ça implique pour nous au quotidien, eh bien, c'est d'être prêt à remplir la mission qui nous est confiée, de partir, j'allais dire, au coup de sifflet bref, comme on aime à le dire, en opération extérieure, sur les théâtres qui peuvent être lointains, pour remplir les missions qui nous sont données et puis donc défendre la France, défendre ses intérêts. Et ce, à chaque moment, l'armée de l'air, elle est prête, H24, 7 jours sur 7, à remplir cette mission. Donc il y a bien sûr les opérations, mais en parallèle, il y a la formation des jeunes équipages à faire. Voilà. Comment vous gérez ces deux choses à faire ? Bien justement, c'est la difficulté, c'est-à-dire que l'enjeu de la formation, c'est d'avoir des gens qui sont prêts à partir en opération extérieure, remplir leur mission opérationnelle sur les théâtres d'opération. Et pour ça, ils passent par différents stades de leur formation. De la formation initiale en arrivant ici à Nancy sur Mirage 2000D, ils apprennent le système, ils apprennent l'avion, on appelle ça apprendre l'avion. Et puis ensuite, eh bien, ils évoluent dans leur qualification pour aller vers un niveau de compétence en opération pour lequel on s'entraîne ici à Nancy et d'être prêt au combat, à emmener un avion, puis 2 avions, puis 4 avions, puis des dispositifs complets, notamment au travers du stage qui se passe en Espagne au Tactical Leadership Programme, le TLP. On a parlé des équipages, mais il y a aussi ces avions, les Mirage 2000D, qui sont très sollicités, voire éprouvés par les différents terrains. Comment vous les maintenez en conditions opérationnelles ? Vous voyez, vous êtes ici dans un hangar de maintenance, donc ça fait partie du travail justement de nos mécaniciens de maintenir ces avions le mieux possible. Et puis il y a d'autres ateliers, notamment les ateliers industriels de l'aéronautique, par exemple à Clermont-Ferrand. Donc il y a une noria d'avions qui se crée comme ça entre ces différents organismes de maintenance pour régénérer leur potentiel et faire en sorte que ces avions soient aptes à entraîner les gens et ensuite à partir. Aujourd'hui, il y a aussi un autre avion qui fait parler de lui, c'est le Rafale. Quelle est la place du Mirage 2000D par rapport à ce nouvel avion Omnirole dans les années à venir ? La question est un peu provocante, je vous le concède. Alors j'espère bien que oui, l'avion a effectivement un avenir. Le Rafale, évidemment, l'avion de nouvelle génération, c'est le fer de lance de l'armée de l'air à l'heure actuelle. Pour autant, le Mirage 2000D est rénové. Il y a 55 avions, c'est-à-dire la quasi-totalité du parc des Mirage 2000D dont il a été voté lors de la loi de programmation militaire, leur modernisation. Donc l'avion va encore vivre un certain nombre d'années. Et cette modernisation va lui permettre d'être au meilleur standard pour s'intégrer dans les opérations les plus compliquées et donc tenir son rang à côté du Rafale. Donc le Mirage 2000D a de l'avenir. Qu'en est-il pour la 3e escadre de chasse ? Est-ce qu'il y a d'autres défis à relever pour les prochaines années ? Bon alors, la 3e escadre de chasse, je dirais qu'elle a autant d'avenir au moins que le Mirage 2000D puisque c'est l'escadre des Mirage 2000D. Les défis pour l'avenir, celui de la rénovation de l'avion, parce que le temps que l'avion soit rénové, qu'il rentre dans ces fameux ateliers pour avoir toutes ces modifications, il faut pouvoir s'entraîner avec des standards qui sont donc différents, amener les équipages toujours au meilleur niveau pour être toujours prêts pour ces opérations extérieures, toujours former les jeunes, toujours être prêts au combat. Voilà, c'est ça les enjeux, mais ce sont déjà les enjeux actuels. Merci colonel pour vos réponses et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne évidemment rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Sous les cocardes.